Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution sur Bitcoin depuis l'investiture de Donald Trump, bien sûr, et on va également parler de Ross Ulbricht, refaire un petit peu le point sur est-ce qu'il a été une personne, on va dire, le débat ça va être est-ce qu'il a été une personne bénéfique ou alors maléfique pour Bitcoin. Allez, intro. Alors, le Bitcoin en 4 heures, pas vraiment de développement, hein, on n'a pas perdu le 4 heures du haut, on n'a pas pété le 4 heures on n'a pas pété le 4 heures du haut, on n'a pas perdu le 4 heures du bas non plus. En 4 heures, pas d'évolution majeure. Attention à ce type de structure qui est pas très jolie, qui est plutôt une structure de top, c'est-à-dire un diamond top, un top en diamant. Pour le moment, on saura si c'est un diamond top, si jamais on en perd l'accumulation ici. Et en général, encore une fois, c'est plutôt une figure de top. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu, j'arrive pas à faire des plus hauts, et puis je retourne petit à petit la structure. J'essaye de tenir effectivement une trend que finalement je perds, et je viens chercher la liquidité. Ça va plutôt dans, entre guillemets, la thèse d'investissement qu'on avait développée pour la semaine prochaine, c'est-à-dire, enfin pour cette semaine. C'est-à-dire revenir bouffer dans la boîte de liquidité qui est là. Maintenant, pour le moment, aucune certitude que ça va être le cas et on peut très bien avoir des pushes supplémentaires. Personnellement, j'aurais pas... comment expliquer ça? Je serais pas tout à fait tranquille de shorter en ce moment, au sens où à n'importe quel moment, on va dire, peut sortir un amendement qui soit, par exemple, profitable. Hier, on a commencé déjà hier. On a commencé hier à avoir des bonnes nouvelles en ce qui concerne des projets pro-crypto au sein même de la SEC, etc. Donc en soi, voilà, j'aurais tendance quand même à faire attention en ce moment, notamment sur ce que peut éventuellement proposer Bitcoin en potentiel haussier, en termes de retournement haussier. Je dirais sous-entendu que n'importe quelle news ici peut pousser Bitcoin sur la zone des 120 sans nécessairement revenir revisiter cette boîte. Mais en termes de liquidité et de structure, pour le moment, c'est plutôt ce qu'on voit. Donc Fonda, c'est pas très baissier, hein, puisque bien évidemment, à part un potentiel sell de news de l'élection et le fait qu'il ne se passe rien, c'est-à-dire que si jamais à ce moment-là, ça met du temps à se mettre en place du côté, je sais pas pourquoi j'ai dessiné des cheveux là, peut-être en référence à Trump, qu'il ne se passe rien du côté, on va dire, des premiers jours de l'investiture de Trump sur la crypto. Alors on voit déjà quand même quelques petites choses se mettre en place, notamment bien évidemment, et celle qui avait été promise en grande partie, la libération de Ross Ulbricht. Mais on va voir effectivement comment ça se met en place. Est-ce que ça va être relativement rapide au niveau des divers amendements et décrets qui peuvent être pris par le président Trump? On va directement aller sur EtherBTC, on reviendra sur Bitcoin en fin de vidéo. EtherBTC qui est toujours dans cette compression. Si on perd vers le bas, ce sera une continuation baissière. Si on casse vers le haut, ce sera une continuation haussière. Pour le moment, il triangularise, il compresse, il ne sait pas trop dans quel sens il doit aller. On n'a ni structure haussière, ni structure baissière. Pas de plus haut que le précédent, pas de sommet, pas de creux ascendant. Donc globalement, vous devez regarder quelque chose comme ça, on va dire. Et là, on est un peu à l'attaque d'ailleurs de l'accumulation, ou en tout cas du bas du triangle. Et à l'inverse, c'est plus ou moins ce qu'on a sous les yeux. Hein. Je le qualifierais même comme étant plus ou moins cette trend-là. Hein. Dans son ensemble, on voit que c'est assez parallèle et assez proche. Elle est d'ailleurs pas très bien placée en ce qui me concerne. Donc on pourrait ici, je dirais même du coup enlever ça, autant pour moi, tac, ici, et puis sur EtherBTC, se dire que globalement ce qu'il faut casser c'est quelque chose comme ça, hein, d'accord? Voilà, quelque chose comme ça. Voilà l'idée. Est-ce que on peut venir casser quelque chose? C'est une question que je pose souvent. Hein, quelque chose d'oblique avec quelque chose d'oblique, pas vraiment. On va plutôt aller chercher ici un support. C'est-à-dire que, en l'occurrence, si on devait venir péter ça, il y aurait de fortes chances que ce triangle casse à la baisse en premier, trouve un support vertical, peut-être le daily qui est en bas ici, hein, par exemple, et là pour le coup viennent à casser la distribution. En général, c'est plutôt quelque chose de plat qui vient casser quelque chose d'oblique.
que l'inverse, quelque chose d'oblique qui vient casser quelque chose de plat, et ouf, quelque chose d'oblique qui vient casser quelque chose d'oblique. Vous l'aurez bien compris ici. Mais voilà, attention à la perte éventuelle et à la continuation baissière de cette structure sur Ether BTC. Et sur Ether BTC, il faut bien comprendre que on a une forme d'accélération ici qui ne veut pas être pétée d'une certaine manière. Alors accélération moyen terme, ici on avait une traîne qui était plutôt comme la jaune là qui est ici, et on a accéléré, on a notamment accéléré comme ceci, petit à petit on semble se calmer, mais on n'arrive pas à péter la rouge ici, qui nous voudrait dire peut-être ah tiens on reviendrait bien sur la zone des 0,056, mais pour le moment ça ne veut pas se mettre en place, et on a un très beau point pivot aussi au 0,040 à peu près sur ces zones là. Pour l'instant, ça ne va pas y aller et ça ne va pas se retourner. À aucun moment, on ne vient attaquer les sommets précédents pour retourner la structure. En 4 heures, il n'y a absolument aucune épaule tête épaule inversée ou quoi que ce soit, ou figure de retournement sur notre ami Ethereum. Également de ce côté-là, donc Ether contre le dollar, pas de cassure de cette traîne, on aimerait bien que ça pète ici pour donner un petit peu de jus à Ethereum et rebondir un petit peu sur le 4 heures qui est ici. Et tout le 4 heures ici qui se met en place et qui est plus ou moins là-dessus. Vous en avez un qui est très légèrement au-dessus, malheureusement j'ai pas de touchette ici, ça aurait été beau d'en avoir une. Et puis vous avez toujours cette box d'achat et potentiellement les 2007 qui n'ont pas encore été touchés au retest. Maintenant, à voir, ça serait très joli si jamais ça cassait ça, parce que ça vous donnerait un flag, une zigzag, impulsion, correction, impulsion, et on dégage vers le haut. Donc pour le coup, ça serait une grande consolidation sur Ether qui permette une forme de continuation. Se mettre en daily pour mieux montrer un peu l'histoire, ce qui serait une très bonne chose. Si ça n'est pas le cas, si on n'arrive pas à casser, vous comprenez que je vous parle de cette consolidation-là, donc du coup j'avais mon triangle ascendant ici, hop, impulsion, je consolide et je fais une vague supplémentaire pour péter enfin l'ATH, enfin l'ATH local, puisque le vrai ATH il est plutôt ici à 4008, mais péter enfin l'ATH même d'une certaine manière, puisque si jamais on reporte un petit peu cette impulsion en bas de cette consolidation, eh bien on aura un ATH de toute manière, mais d'une certaine manière, si jamais ça n'est pas le cas, Ether pourrait avoir besoin, envie de venir retester son momentum le plus faible, à savoir celui-ci. Pour le moment, la tendance haussière, elle se fait selon une droite très propre sur Ether, qui est bien sûr celle-ci. Et alors, si on perd en revanche, ici, l'accumulation, là, on va dire que c'est un petit peu plus le drame, sous-entendu, difficile de voir des supports potentiels, je dirais, avant la zone des 1005. Pardon, avant la zone des 1005. Pour le moment, sauf gros problème, je ne le vois pas trop comme ça. Je vois plutôt éventuellement cette idée d'une épaule tête épaule inversée ici en correction. On regarde pas souvent le daily sur Ether, donc ça permet ici d'en parler. Mais si jamais, comment dire, c'est pas ça qui se met en place, si jamais on n'arrive pas à péter, tout simplement les 4000, en gros que il y a un gros bonnet qui vend systématiquement à 4000 quoi qu'il arrive, jusqu'à épuiser en fait finalement toute la partie acheteuse qui peut se trouver au niveau des 4000 $, parce que c'est à peu près ce qu'on voit pour l'instant. Il y a un très beau, une très belle résistance sur les 4000 qu'on ne veut pas passer. Ici, et à ce moment-là, ça peut risquer éventuellement, bien sûr, de revenir sur la zone des 1005. On le redit, tout est possible. Si en revanche on arrive à péter les 4000, vous voyez qu'il y a une très belle structure qui se met en place ici, tout simplement avec cette épaule tête épaule inversée, qui pourrait nous emmener sur une revisite des 8000 si jamais on y va. En espérant que c'est ça qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rattaquer 2000 à nouveau, que 2009, je dirais 2007, parce que pour moi il y a des petites chances d'aller à 2007 quand même, c'est-à-dire de revenir tester cette ancienne résistance comme un support. Ça n'a pas été fait pour le moment. Il y a eu une jolie couverture, on est allé à 2009, c'est pas mal déjà. Maintenant voilà. Si on arrive à casser ça, on peut avoir une suite de targets, je dirais, qui dans un premier temps peut se positionner sur un 5000 et quelques, 5003, en l'occurrence ici, maintenant qu'on a un petit peu plus de développement, si on venait péter, encore une fois, la target, ce serait légèrement en dessous, c'est-à-dire 4009,
c'est-à-dire qu'on reproduit l'impulsion qui a été faite depuis la sortie de ce triangle. Donc cette figure de bottom ici, impulsion, je fais ma correction et je fais la même impulsion à nouveau. Donc là en l'occurrence c'est 4008, 4009 qui pourrait être dans les tuyaux. Et si on se prend sur des choses un petit peu plus vieilles, on peut assez facilement viser les 7000. Cela dit, j'ai parlé de 8000 tout à l'heure, et il s'agit bien sûr de cette correction en épaule, tête, épaule. Personnellement, moi j'aime beaucoup quand les épaules, tête, épaule inversées sont des figures de bottom. Ici, vous voyez que c'est plutôt la correction en elle-même qui devient une épaule, tête, épaule inversée. Je trouve que c'est moins puissant. Ça ne veut pas dire que c'est pas nécessairement bien, mais c'est moins puissant que si vous avez une structure, une épaule, tête, épaule inversée, et là, bien sûr, un changement de tendance, en fait. Alors que là, ce que vous avez, c'est une poussée, une épaule, tête, épaule inversée, et une potentielle continuation jusqu'à l'épaule inversée étant la correction et n'étant pas le bottom. 3275, pas énormément de force, une nouvelle fois, ça fait plusieurs jours qu'on le dit, mais en ce qui concerne Ether contre BTC, Bitcoin étant le grand gagnant de cette élection pour l'instant de Donald Trump, Bitcoin et ou les coins américains, Cocorico, ou en tout cas le cri de l'aigle ici que je vous fais directement pour le cri de l'aigle américain, bien entendu. Total 3, c'est pareil, j'ai pas énormément de choses à vous dire les amis, c'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas de sortie par le haut ou par le bas, pas d'accélération du momentum et pas de perte ici de cette petite structure qui semble à la fois assez corrective, c'est-à-dire une montée relativement larvée, certes ça monte mais c'est larvé, d'accord, donc voilà, pour le moment j'ai malheureusement en termes, est-ce qu'on a une altcoin season ou pas énormément de choses à vous dire de plus que hier, c'est-à-dire qu'on reste à peu près sur la même idée. Pareil en ce qui concerne la Bitcoin dominance, ce qui serait on est en train de regarder un peu le truc inverse. Grosso modo, pour le coup, on a parlé d'épaule, tête, épaule inversée, on en a une ici. Si jamais elle arrive à tenir et à casser, ça nous emmènerait, je dirais, sur ces zones-là à peu près, à vue d'œil. C'est-à-dire les ATH de dominance pour BTC, je parle d'ATH locaux, on n'est pas sur un all-time high de tous les temps, de toute la vie, mais voilà, et en revanche, si on perd l'accumulation, en tout cas je trouve, qui est ici, c'est plutôt mignon pour avoir cette structure en top, et éventuellement revenir sur des zones où Bitcoin prend une place dans le gâteau des crypto-monnaies qui est un petit peu moins importante. Donc voilà, l'idée ici, on la verra peut-être mieux en une heure, cette petite épaule, tête, épaule inversée. Voilà. Toujours pareil, en correction. On va calculer du coup la target, mais je pense qu'on est autour des 60 et quelques. En ce qui concerne la cassure. 60,4, voilà, c'est pas non plus des ATH, mais ça nous ferait revenir un petit peu sur le daily, ou pas très loin en tout cas. Est-ce que ça a l'air bullish ou pas? Je parle pour la dominance ici, c'est assez mitigé, vous voyez qu'on erre un peu, il y a un joli support ici. Et puis pour le moment, on est plutôt en perte de vitesse là-dessus. Oui, ça peut être bullish, effectivement. Si jamais on était sur une paire, c'est-à-dire quelque chose qui se trade, je vous dirais, il y a une accumulation de short. Bon, voilà, on est sur la dominance, donc c'est un petit peu différent. Voilà, donc pareil, de ce côté-là, difficile à dire entre altcoin season ou Bitcoin season. Continuation d'une Bitcoin season plutôt. Assez difficile à dire pour le moment. On est vraiment aux confins un petit peu de différentes choses. La stablecoin dominance, c'est un peu pareil, je suis désolé, c'est très mitigé, mais j'ai ça qui est très correctif en fait, d'accord, ça. Et en même temps, j'ai cette espèce d'élargissement ici qui, si jamais il pète vers le haut, pourrait éventuellement nous ramener sur des niveaux auxquels était Bitcoin, par exemple, à dominance égale autour du 27 août, c'est-à-dire, je ne sais plus où on en était sur ces zones-là, mais en gros revenir en haut de cet élargissement ici d'altcoin dominance. Et en l'occurrence, 27 août, on devait en être... 27 août, on était...
autour des 60 et quelques mille, hein, globalement, 63 000. Grosso modo, ça serait relativement moche de faire ce genre de choses, bien sûr. Altcoin dominance, je dirais bien garder le caractère correctif de tout ça, serait un très bon exemple. Ne surtout pas péter le 4 heures qui est ici, que vous voyez, que vous avez sous les yeux là. Hein. Je vais zoomer un petit peu. Garder le caractère correctif et bien sûr perdre le bas de cette histoire. Il se peut que l'altcoin dominance s'inscrive dans un range un peu interminable entre 5%, admettons, et 6%, hein, pendant un certain temps. Ceci pendant que le gâteau grossit, c'est-à-dire une altcoin dominance qui reste à 5% du gâteau global, mais le gâteau grossit. Donc là, du coup, on serait plutôt sur une appréciation des crypto-monnaies, bien entendu. Cela dit, c'est un très très bon indicateur, et vous avez des structures dedans qui, je trouve, sont parfois très lisibles, alors que sur d'autres choses, on y arrive peut-être moins. En tout cas, c'est un critère de la décision graphique, je trouve intéressant encore plus, enfin à voir en plus, c'est ça que je veux dire. Pour le moment, si vraiment je devais faire le point un peu sur là où on en est, je dirais qu'on est peut-être plutôt en train de perdre l'accumulation qu'autre chose, mais ça ne se fait pas, d'accord, ça veut bien, ça a très envie de résister. Sur le 4 heures dont je vous parlais tout à l'heure, on va être obligé de le remonter un petit peu, à savoir ici. Voilà, on a encore une touchette là. On n'a plus les touchettes qui sont là et là, donc je pense qu'on va le mettre en daily pour le coup. Hop, d'accord, donc on le ramène à l'endroit où on n'a pas hard closé, c'est-à-dire, et là on récupère toutes les touchettes. Si vous comprenez rien à ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir en fin de vidéo il y a toute une section de tutoriel qui vous permettra de comprendre un petit peu mieux tout le champ lexical de tout ce que je raconte. Après, j'ai un niveau vert ici, qui est un peu le niveau de rejet. Ici, là, vous le voyez, je parle de celui-ci. Là. Qui correspond plus ou moins très très bien au daily que je suis en train d'écrire. Hein, là, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement virer celui-là. Je sais pas pourquoi je l'ai... Ah oui, parce que c'était un support avant et qu'il a été perdu. Ouais, pas super intéressant. On va juste dégager ça et on va décaler le daily puisque vous voyez qu'on peut récupérer encore plus de touchettes. On va décaler le daily par ici. D'accord. Voilà. En daily, pour le moment, on refuse de manière excessivement permanente de reprendre les 6% de dominance. On fait des mèches, certes, mais à chaque fois, on se fait recaler. Et je dirais que le support dessous, en daily, il est moins évident, mais ça va rester globalement celui qui est ici. C'est-à-dire, globalement, sur la dominance des stablecoins, vous avez une zone de combat qui se trouve entre 5 et 6%, qui pourrait durer encore un certain temps, mais de laquelle la sortie pourra vous donner un petit edge, un petit moment, un petit temps d'avance, voilà c'est ça, un petit temps d'avance sur le marché éventuellement si jamais on la perd par en haut ou si jamais on la perd par en bas. Pour moi ça a l'air plutôt correctif quand même, hein, et ça a l'air plutôt impulsif, donc je suis chaud patate pour un mouvement qui peut nous pousser à 120 ou 150 000 $. Vous comprenez que ici, si on perd de la stablecoin dominance, les cryptos s'apprécient bien sûr. En l'occurrence, nous, on vise également entre 4,6 et 3,9 de dominance si jamais on perd la Q et que effectivement le mouvement se fait. Pour le moment, le mouvement ne se fait pas. Est-ce qu'il peut se faire au travers d'annonces par notre ami Trump de choses et d'autres, ou alors est-ce qu'il ne se fera pas et est-ce qu'on va avoir une correction plus substantielle d'ici là? C'est un petit peu la question du moment. On va sur les news. Ici, vous avez le site du Department of Government Efficiency, donc il a littéralement pris le logo de Dodge pour faire la pub du Dodge. Ici, on a Esther Pierce qui crée une nouvelle force de travail, un nouveau groupe de travail pour faire une très bonne... une frame, un cadre régulatif très avantageux pour les cryptos, en tout cas très clair, donc ça c'est une très bonne chose, et encore une fois, ici on parle de cryptomom, donc c'est plus ou moins bien, c'est très très bien même. Ensuite, tous les ETF qui sont actuellement, il faut comprendre que Gary Gensler, ça y est, il est parti là, il a récupéré ses cartons, il a pris les photos de ses enfants qui étaient sur son bureau, il a pris un petit peu tous ses procès en cours, il va y en avoir
probablement pas mal qui vont être droppés ou qui vont être ajournés ou qui vont être voilà, puisque la SEC, la SEC désormais va trouver toute une équipe de direction qui va rentrer, qui va être littéralement différente. Pour Powell, et Powell n'est pas nécessairement anti-crypto ou quoi que ce soit, c'est totalement différent, d'accord. La Fed a un mandat qui est plus ou moins beaucoup plus précis, c'est-à-dire que c'est plutôt il y a, je crois, 9 ou 10 membres, et toutes les X années, il y a un des membres qui peut être nommé par Trump. Je crois que le prochain membre a changé, c'est 2025, 2026 peut-être même, je ne sais plus exactement. Mais en gros, Powell ne peut pas être démis de ses fonctions comme ça, sauf si on lui rend sa tâche impossible et qu'il décide à un moment donné de démissionner, bien sûr. En tout cas, vous voyez ici tous les ETF en cours, la plupart sur XRP, pas mal sur Solana, et puis quelques-uns sur HBAR, BTC, Ethereum et autres. Donc voilà, intéressant de voir ce qu'il est en cours. Je crois que depuis, James Seyfarth a retweeté d'autres trucs, il a rajouté des trucs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à James Seyfarth, qui est un peu le monsieur ETF, avec Chris Balkounas. C'est les deux un petit peu qui comprennent le mieux ces choses-là. Je crois que c'est des journalistes de Bloomberg, si je ne me trompe pas. Deux salles, deux ambiances, hein, entre l'US, les États-Unis et l'Union européenne quand même, où là on nous dit attention, maintenant l'USDT c'est plus ou moins quand même interdit hein, en Europe, etc., etc., etc. Tout ce côté très régulatif, hein, encore une fois, de l'Union européenne. Ross Ulbricht qui est libre. Alors, c'est... Donc, déjà, Trump a tenu sa promesse. Il avait dit au jour 1, je vais libérer Ross Ulbricht. Et c'est chose faite dorénavant. Donc, on peut dire que il nous raconte pas des conneries, déjà, dans un premier temps. La deuxième chose qu'on peut voir ici, c'est pas mal de réactions dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, ce mec, c'est un baron de la drogue, c'est quelqu'un qui a tenté d'être un baron de la drogue, etc. Et que donc, du coup, c'est peut-être pas forcément très bonne chose qu'il soit sorti de prison. Personnellement, je vois pas vraiment les choses comme ça. Déjà, dans un premier temps, il faut connaître un petit peu mieux l'histoire de Silk Road et de Ross Ulbricht pour mieux contextualiser un petit peu toutes ces choses-là. On est globalement en 2011 et Ross Ulbricht crée ce site, donc Silk Road, sur Tor, plutôt dans un délire libertarien. C'est-à-dire qu'au départ, c'est pas vraiment forcément quelque chose c'est plutôt de l'idéalisme, hein, la manière dont il a créé ce site. Sous-entendu, si les gens veulent se droguer et ou acheter, quoi qu'il en soit, un petit peu ce qu'ils veulent, eh bien, ça doit plus ou moins être possible. Silk Road fonctionne très bien, et d'ailleurs il y a à ce moment-là même de la pub qui est faite par certains journaux en disant mais c'est quand même incroyable, sur ce site on peut acheter n'importe quelle drogue, etc. Et assez facilement, je dirais en un an, Silk Road arrive à plusieurs millions d'utilisateurs, bien sûr. Et puis globalement Ross Ulbricht qui prenait, je crois à l'époque 5% ou 7% des ventes qui étaient faites en ligne. Comprenez bien qu'à ce moment-là, si vous vouliez lancer un site où vous pouviez acheter n'importe quoi et vendre n'importe quoi, il y avait deux choses à gérer. Il y avait votre IP, que vous puissiez surfer anonymement, et ça c'était plus ou moins réglé par Tor, qui avait été créé quelques années avant, The Onion Route, ou je sais plus comment ça, The Onion Router, Tor. Et en gros, il y avait le problème du paiement, et Bitcoin venait tout juste d'être créé également, et du coup Ross Ulbricht a trouvé ce moyen de paiement qui était Bitcoin, qui n'est pas anonyme, hein. Bitcoin c'est un moyen de paiement pseudonyme, c'est-à-dire que vous avez une adresse, certes, mais elle est publique, donc vous avez juste un pseudo, c'est votre adresse, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi que Bitcoin n'est pas un moyen de paiement anonyme, et c'est pour ça d'ailleurs que tous les Bitcoins de Ross Ulbricht ont été saisis. A priori, il y a peut-être des résidus, c'est ce qu'on va voir après, mais en tout cas, pour le moment, tous les bitcoins, je crois 180 000 bitcoins ont été saisis par l'État américain, et c'est ces bitcoins-là qui sont parfois un petit peu vendus, etc. Il leur en reste 215, entre toutes les histoires. Il y a eu Silk Road, il y a eu, j'allais dire MTGOX, mais c'est pas ça, c'est le hack de Bitfinex, si je me rappelle pas, si je me souviens, non pas Bitrex, je sais plus, bon bref.
Voilà. Globalement, le délire de Ross Ulbricht, c'était quand même beaucoup plus libertarien. C'est-à-dire de dire, ben, moi, ce que je voudrais, c'est un site où tout le monde puisse acheter ce qu'ils veulent au moment où ils veulent. Maintenant, il n'oublie pas de prendre 7% quand même. Hein, et donc, du coup, c'est pas uniquement de l'idéalisme ce qui a été mis, bien sûr, en place. Et puis derrière, il y a des choses un petit peu tendancieuses. Si je reprends vraiment toute l'histoire, globalement, à un moment, il est sur le, comment dire, il est donc administrateur du site. Et il se fait appeler Dread Pirate Roberts. Dread Pirate Roberts étant un nom qui peut se passer de personne en personne dans les films et dans la nouvelle Princess Bride, dans tout l'imaginaire de Dread Pirate Roberts. Vous avez cette idée que vous pouvez à un moment donné, passer le nom à quelqu'un, c'est-à-dire disparaître et passer le nom à quelqu'un, etc. Et toute sa défense s'est finalement faite sur, ben moi j'ai créé le site, et puis après on était plusieurs Dread Pirates Roberts, et on s'est un petit peu passé le change, etc. Et puis il y a certains qui ont fait des trucs pas cool, et puis moi j'ai fait d'autres choses, etc. Mais je me suis un petit peu désintéressé du truc à un moment. Très compliqué de le prouver, en tout cas ça n'a pas été permis par le juge, on va dire qu'il n'a pas eu la possibilité de vraiment prouver cela. Et puis, il avait été condamné à 2 peines de prison à perpétuité qu'il n'avait pas forcément accepté, puisqu'il plaidait non coupable et il essayait de faire réviser son procès, mais voilà, qu'il était en train de purger tranquillement. Il faut bien comprendre pour les bitcoiners, ça a été le tout premier cas d'usage de Bitcoin. Il y a eu 2 gros cas d'usage de Bitcoin, et il faut bien comprendre en quoi ils sont importants, parce que sans ça, lumière n'aurait peut-être pas été mise autant sur Bitcoin, et assez souvent, les bonnes choses, les bons produits sont d'abord utilisés par la mafia et le crime organisé, et puis ensuite, finalement, deviennent un petit peu mainstream. On va dire le clan un peu du crime. Voilà, toutes les innovations relèvent au départ de quelque chose d'un petit peu criminel, et puis ensuite elles se mettent plus ou moins en place. Il y a une deuxième chose qui les a poussés, c'est qu'à un moment donné aux États-Unis, alors je sais plus les années exactes, mais le poker a été interdit en ligne. Il y a eu une interdiction qui était littéralement nationale de jeux en ligne. Vous ne pouviez jouer que dans les casinos et c'était totalement interdit en ligne. Et donc beaucoup de sites se sont également répertoriés sur Tor, ou finalement ont été des faux sites en ligne qui vous disiez bah non mais vous pouvez jouer au départ hein, finalement autre chose et puis en fait finalement c'était des bitcoins qui étaient effectivement échangés et joués en ligne. D'où l'idée que beaucoup de joueurs de poker professionnels ou de joueurs de poker d'une certaine manière sont devenus des grands traders par la suite. D'abord parce que ça fait appel aux mêmes skills, aux mêmes compétences. Et puis en plus, parce que finalement ils avaient accumulé énormément de bitcoin pour ceux qui en avaient gagné sur ces périodes-là, et que pour certains, bah, ils avaient pas forcément changé directement, ils n'avaient pas forcément fait le changement, voyant tout simplement leurs gains s'apprécier d'année en année. En tout cas, Silk Road, il y a 2 manières de respecter entre guillemets Ross Ulbricht, c'est lui dire bah, merci à ce que de ce que tu as fait pour Bitcoin, malgré le fait qu'effectivement ça a été criminel. Et puis il y a cette autre manière qui est de dire tu es un cypherpunk, c'est-à-dire tu es un libertarien. Et on voit beaucoup de gens qui disent ah mais attendez, on voit beaucoup de gens, je parle sur Twitter aujourd'hui, hein, qui disent non mais attendez, c'est quand même un criminel, etc. À l'époque, quand il s'est fait choper, il restait en coloc à San Francisco, il n'avait rien dépensé des 80 et quelques millions qu'il avait amassé hein, finalement. Alors il y a une partie qu'il avait amassé grâce à l'évolution de Bitcoin, hein, c'est-à-dire que 80 millions c'est au moment où il se fait arrêter. Maintenant, ça vaut des milliards, hein, vous l'aurez compris. Mais globalement, on estime que tout est pour tout, ce serait plutôt de l'ordre de 7 ou 8 millions. Donc les gens croient que Silk Road, c'était un énorme supermarché. C'est plus quelque chose qui a fait énormément de bruit sur très peu de temps, et qui finalement a été fermé assez rapidement, parce qu'il a été assez nul sur sa manière finalement de se protéger. Hein. C'est-à-dire que on le retrouve, Ross Ulbricht, parce qu'il a laissé son adresse Gmail en ligne, avec son nom, rossulbricht@gmail.com, d'accord ? Et on le retrouve sur une recherche... Globalement, les agents le retrouvent avec une recherche Google, hein, d'accord ? Alors qu'ils étaient 30 à le chercher pendant 3 ou 6 mois.
c'est finalement l'ARS qui au détour plus ou moins d'une erreur, le retrouve fait le lien avec Silk Road grâce à une recherche Google. Donc globalement, ce que je veux dire par là, c'est que, donc je le disais, plus ou moins deux manières de l'aduler pour les bitcoiners dès le départ, c'est-à-dire il a mis en lumière, il a donné un cas d'usage à Bitcoin, et Bitcoin devait devenir un moyen de paiement peer-to-peer, et en l'occurrence, il a rejoint autre chose de libertarien qui était à l'époque la vente de drogue. Aujourd'hui, je sais qu'il y a pas mal de drogues qui se vendent sur Snapchat par exemple. Est-ce que pour autant on peut mettre en tôle les mecs de Snapchat ou sur Telegram? Est-ce que pour autant on peut mettre en tôle les mecs de Snapchat ou les mecs de Telegram parce qu'il y a de la drogue dessus? Alors là, en l'occurrence, pour Russell Briggs, c'est un petit peu différent. Au sens où dans l'histoire, puisque j'ai regardé un petit peu du coup ce matin deux, trois petites choses évidemment pour étayer un petit peu mes propos dans cette vidéo, mais dans l'histoire, il a vendu des mushrooms lui-même directement sur son propre site qu'il avait lui-même fait pousser. Donc vendu des champignons, et à un moment, si on considère que c'est pas un autre Dread Pirate Roberts, j'en reviens tout à l'heure au pseudo qu'il avait pris et qui est effectivement un pseudo qui peut se passer normalement de personne, en tout cas dans le côté lyrique et dans l'histoire, il a peut-être commandité un assassinat, d'accord? Donc là, oui, effectivement, là on dit oui, non, c'est peut-être pas juste le hippie libertarien dont on voudrait éventuellement parler. En tout cas, quelqu'un certainement dont le projet l'a dépassé totalement et qui s'est retrouvé complètement... est-ce que ça mérite vraiment 2 peines de prison à perpétuité? Je ne pense pas. Il a fait ses 10 ans. Pour moi, c'est payé. Et pour moi, je lui dis merci. Je connais des bitcoiners, parce qu'à un moment donné, je faisais partie de meet-up, de choses comme ça et tout, par rapport à des bitcoiners. Là, j'en fais beaucoup moins. Mais où voilà, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment à fond, qui ont même fait des donations en bitcoin sur des adresses pour aider à payer les avocats, etc. Et qui étaient vraiment totalement dévoués entre guillemets à lui, en lui disant entre guillemets merci encore une fois. Personnellement, je trouve simplement que voilà, il était temps qu'il sorte. Voilà, c'est de l'histoire ancienne, etc. Et vous avez aussi beaucoup de bitcoiners qui vont dire non mais attends, Bitcoin aurait été connu sans lui. Cette invention est tellement géniale que de toute façon, il aurait été connu sans lui, et que ça a plutôt entaché, donc ralenti l'adoption de Bitcoin, et que parce que pendant assez longtemps, il y a eu cette idée procès, drogue, Bitcoin, paiement anonyme, voilà, toutes ces choses-là. Le cash d'Internet, voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, voilà, il est sorti, et moi, je trouve que c'est tant mieux pour lui, et je suis très content pour lui également. Les afflux ETF, hier, 800 millions, gros afflux en ce moment, y compris même, voilà, ça sort pas, sur les ETF, en tout cas, suite à l'investiture de Trump, et 74 millions sur Ethereum. Petite pensée positive, il y en aura probablement une tous les jours maintenant, du coup, voilà, ça fait plaisir de temps en temps, un petit, je trouve que, voilà, dans la timeline, un petit truc positif de temps en temps, ça fait plaisir sur Twitter. La catégorie Made in USA qui fait son apparition sur CoinGecko, et c'est vrai que la catégorie prend de plus en plus de sens, puisque Trump a effectivement dit qu'il privilégierait principalement les projets Made in America. Abonnement, blablabla, les likes, etc. C'est super important, encore une fois, parce que tous les bénéfices de la chaîne seront versés à mécénat chirurgie cardiaque, affiliation comprise, n'hésitez pas. Blofin, Mexi, Qcoin, BitGet, voilà, vous avez tout en description de la vidéo si vous souhaitez pousser la chaîne. Au plus il y a des gens qui adhéreront à toutes ces choses-là et qui créeront grâce au lien de la chaîne leur compte sur les exchanges, au plus ça sera motivant pour moi. Pour le moment, on stagne un petit peu, c'est-à-dire qu'on peut sauver un gamin par an, c'est moi qui rajoute la différence, on fait pas 12 000 euros d'affiliation par an, donc du coup je rajoute la différence qui est minime, certes, mais voilà. Et je pense que cette année ça va être à peu près la même chose. J'aimerais bien qu'on puisse sauver 2 gamins, 3 gamins, pourquoi pas, donc du coup n'hésitez pas. Alors il y a un pacte visiblement qui a été fait entre OpenAI, Oracle et SoftBank, et
avec des très gros fonds d'investissement éventuellement qui rentreraient dessus. Je ferai peut-être une vidéo dédiée. J'ai pas encore tout à fait compris les tenants et les acquisitions. Est-ce que c'est une merge? Est-ce que c'est poussé par les US? Est-ce qu'il y a des aides qui vont être données par les US? C'est ce que j'ai cru comprendre. On va voir ici encore une fois. Je ferai vraiment une vidéo dédiée là-dessus. Hop, par rapport à l'intelligence artificielle. Russell Brish, on en a parlé. Alors potentiellement, on parle de 430 bitcoins qui seraient intacts d'une valeur de 50 millions de dollars. Alors il faudrait déjà qu'il ait encore les clés. Visiblement 430 bitcoins à l'époque, je rappelle que ils ont récupéré plus de 180 000, je crois, 174 000 bitcoins, voilà. Donc ça représente un 363e, un 300e globalement, donc globalement 0,3% de tout ce qu'il avait. On peut estimer que c'est des miettes, c'est-à-dire que c'est des adresses dont il a perdu les clés. Maintenant, bon voilà, il y aura peut-être pression vendeuse de 430 bitcoins si jamais il veut cash out. Est-ce qu'il est toujours propriétaire de cette chose-là ou pas? Est-ce que ces adresses vont être surveillées? Bien sûr. C'est déjà le cas, vous le comprenez. Ici, en gros, en l'occurrence, je crois que c'est Connor qui a reposté ses adresses. Donc, est-ce que je connais pas ce mec, pour le coup, il est sorti du chapeau il y a de ça quelques heures. Mais globalement, il a trouvé des wallets qui pourraient éventuellement être liés à Ross Ulbricht et qui pourrait avoir une valeur autour de 50 millions de dollars. Bien évidemment que ces wallets vont être traqués désormais. Et c'est aussi, d'une certaine manière, on en parle beaucoup sur la chaîne, on en a pas mal parlé, etc. Mais la nécessité de machines à laver comme Tornado Cash, bon là on montre, c'est pas tellement le bon sujet pour en parler, mais d'une certaine manière, le fait que Bitcoin soit pseudonyme, justement, est un problème. C'est un problème parce que, d'une certaine manière, ça ne peut pas en faire un moyen de paiement de gré à gré d'une personne. Ce qu'il y avait vraiment dans le... Comment dire? Et c'était déjà prévu, plus ou moins, par Satoshi Nakamoto à l'époque, mais cette idée que ça peut être un moyen de paiement peer-to-peer ne colle pas vraiment avec la blockchain. Et en gros, ce côté libertarien extrême, le fait que vous ayez toutes les transactions qui soient traçables dans leur... C'est comme si, à chaque fois que je donnais un billet à quelqu'un, j'écrivais le nom de celui qui l'a eu entre les mains, le nom, en tout cas le pseudo de celui qui l'a eu entre les mains sur ce billet-là. Et en soi, comme moyen de paiement ultime, entre guillemets, ça risque d'être problématique à terme. Bon, voilà, là, ici, vous voyez, c'est l'histoire du même coin de Trump. Encore une fois, on a donné notre avis là-dessus. Donc voilà. Tornado Cash, on en parlait tout à l'heure, les sanctions dans un cas pivotal case pour la crypto, je le pense aussi. Et je pense aussi que pour le coup, effectivement, c'est quelqu'un qui a écrit du code et qu'il devrait littéralement être totalement libéré. On parle bien sûr de Alexei Pertsev. Parce c'est un usage qui est réellement important et qu'il nous faut avoir en crypto. Maintenant, que ces choses-là soient créées avec d'éventuels backdoors extrêmement verrouillés pour, je dirais, les éventuels, enquêtes et les éventuelles saisies qui doivent être faites, éventuellement pouvoir traquer des adresses et faire des enquêtes, pourquoi pas? C'est un petit peu l'histoire également que vous avez avec Telegram et Pavel Durov, c'est-à-dire il va donner des backdoors. Auparavant, il n'y en avait pas, vous avez cette garantie de n'absolument pas être traçable si vous étiez sur Telegram, et maintenant il va y avoir des backdoors puisque il a été arrêté à Paris, encore une fois, etc. C'est un petit peu, on tourne un peu en rond, mais c'est un petit peu aussi ce contre quoi se battait, entre guillemets, Ross Ulbricht à l'époque où il crée Silk Road. C'est tout simplement de dire les gens devraient être maîtres de leur argent, acheter ce qu'ils ont envie d'acheter. Un petit peu ce côté, un mix un peu entre un anarchiste et un ultralibéral qu'on appelle libertarien. Et ce côté extrêmement lié aussi à tout ce qui va être
les idées un peu de école autrichienne de l'économie, toutes ces choses-là, quoi. Trump qui menace de 10% de droits de douane sur les chinois et qui cite des déficits, des déficits commerciaux avec l'Union européenne. Bah voilà, ça va être une technique de négociation, hein, maintenant les droits de douane. Trump nous avait habitués à ça sur son premier mandat. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas sur le deuxième. Et très bon résultat pour Netflix qui pousse un petit peu le Nasdaq vers le haut. Pas grand-chose cette semaine en termes de calendrier économique. Et aujourd'hui, absolument rien du tout. Les liquidations. Las liquidaciones qui sont là. Et en l'occurrence, on liquide pas grand-chose. 200 millions, c'est que dalle. Bon, le prix a pas trop bougé non plus. Hein. Avec 100 millions de liquidés chez les longs, 80 millions chez les shorts, c'est à peu près moite-moite. Et globalement, la moitié sur Bitcoin et Ethereum. On est dans une journée relativement calme et normale, ok. On va passer sur le carnet d'ordre. Hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose, on l'a déjà vu hier. Ici, les marchés en levier, je trouve que on est peut-être... Alors, excusez-moi, ici ça descend ensemble, ici ça descend à peu près ensemble, et ici j'ai l'impression que ça monte alors que le prix monte alors que le funding descend. Donc j'aurais tendance à dire que il y a un petit niveau à prendre ici autour des 107 000 $, qu'on va mettre en bleu puisque bien sûr c'est un niveau de short. Voilà, hein, et puis après, je dirais qu'on descend et le prix, le funding est à peu près à plat. Il y a peut-être un petit peu de long encore là-dessous, mais on va pas le rajouter, c'est vraiment sporadique. Les niveaux sur iBlock, les bulles de liquidité, mais également les heatmaps, les points de chaleur. La map de chaleur. Alors, pour le coup, iBlock voit plutôt du short au-dessus de la structure. Moi, j'en voyais un petit peu là, et iBlock, on voit plutôt tout en haut. Très peu de shorts qui se sont positionnés depuis 99, ça c'est plutôt intéressant. Et pour iBlock en tout cas, ils ont été... donc là, il y a peut-être un manque de liquidité intermédiaire, vous l'aurez compris. En fait, finalement, un marché qui intéresse très peu de monde aujourd'hui. Voilà, peut-être que... Et puis, plus de short que de long sur le delta. Et ici, vous voyez qu'on a un petit peu de long quand même sous la structure. C'est-à-dire globalement autour des 99 000 et quelques dollars. La boîte de liquidité, elle commence là. On le voit beaucoup mieux sur la 6 jours, où pour le coup, de 99 à 95, vous avez pas mal de liquidité. Vous voyez également que suite à ce petit retour, par 3 fois autour des 99, on a commencé à créer une belle boîte de liquidité, un beau point chaud qui trouve sa fin autour des 99 000. Donc il ne serait pas étonnant, et parfois ça arrive, qu'on vienne juste prendre le point chaud, ici, et puis qu'on dégage vers le haut, d'accord? C'est-à-dire, on passe momentanément sous la petite structure. C'est ce qu'on va regarder en fin de vidéo et pour faire la conclusion. On s'intéresse pas trop à Ether aujourd'hui, en tout cas, on l'a bien fait hier, on a fait un gros point hier sur Ether, donc voilà. On va sur Bitcoin, on fait le point sur le 15 minutes, d'accord? Alors, de plus en plus, éventuellement, ce qu'on peut voir se dessiner serait peut-être, à défaut d'aller vraiment prendre 95, moi je vise vraiment, et pour le coup c'est là éventuellement que je me réserve une entrée. Je ne l'ai pas encore mise, mais je vais peut-être me la mettre. Autour des 95. Cela dit, vous comprenez qu'il y a un point chaud de liquidité 7 jours qui se trouve plutôt ici, je dirais jusqu'à 80... On va prendre un petit peu au-dessus, on va prendre littéralement ce 1 heure qui est là, d'accord? Ok. Une des questions maintenant qu'il y a, c'est... vous comprenez ici, si jamais on n'avait pas eu ce petit mouvement-là, qui nettoie tout ce qui s'est fait là, hein, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que là, on est passé sous la structure déjà, là-dedans. On a créé effectivement ce niveau 1 heure, le jaune, là, qui est joli, hein. Mais tout de suite la liquidité s'est reprise et on a fait une continuation haussière, d'accord? Je serais pas trop étonné que éventuellement le prix vienne
faire semblant de perdre cette trend et à nous donner vraiment une cassure baissière de toute cette histoire, tout en finalement se reprenant sur ce 1 heure. La question étant, est-ce que vraiment on a besoin d'aller chercher là-dessous, ou est-ce que ça c'était tellement rapide que finalement on n'a pas tant de liquidité sur la zone intermédiaire? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Alors, il y a aussi le scénario, bien sûr, où on pète ça. Ici, vous la voyez bien, la distribution, là. Vous voyez la compression du moment. On pète ça parce que ça, c'est très correctif. Donc, à partir du moment où on a pris ce qu'on devait prendre, bah, peut-être qu'on se remet. Ça, c'est le scénario. C'est un scénario aussi qui existe, bien évidemment. En tout cas, tout ça, et vous comprenez aujourd'hui qu'on n'a pas une journée où il y a énormément de monde qui est actif sur le marché. Hein, on l'a vu, à peine 180 millions, etc. Tout ça est très algorithmé. Ici, on sent que le prix a envie d'aller chercher quelque chose, un petit peu comme si c'était un ordinateur qui le faisait, d'accord, mais que finalement, c'était assez peu... c'était pas très surprenant, organique. Pas surprenant, mais voilà, organique, voilà, c'est plus ça. Très algorithmé, quoi. On va voir ici, encore une fois, d'où on sort dans la petite structure ici. Et également, ce que j'aimerais bien aller voir, c'est finalement, est-ce qu'il y a de la liquidité qui est rentrée sur cette mèche-là, qui m'intéresse pas mal. C'est-à-dire la mèche du 16 janvier. On est là le 22, donc on va juste regarder la liquidité 1 mois. Et ce qu'en pense iBlock. iBlock étant pour moi voilà, le meilleur outil pour voir ce genre de choses. Si vous souhaitez adhérer à iBlock, eh bien du coup, n'hésitez pas. Oui et non. Vous voyez ici qu'il y avait effectivement de la liquidité intermédiaire dans cette zone-là. Je pense qu'on l'avait même joué d'ailleurs, ce passage sous la structure ici. Oui et non. C'est pas ouf, quoi. Pardon. C'est pas flagrant, je veux dire, de vérité, quoi. Hein. On voit qu'il y a 2 boîtes, hein, en fait, hein, entre 95 et effectivement. Il y a un petit trou ici à 97. Si on allait chercher... J'entends parler que si on allait prendre toute cette liquidité-là, en effet, c'est-à-dire aller jusque 97, là-dedans, bah pourquoi du coup pas aller à 95, quoi, voilà. C'est un peu ça. Donc je dirais plutôt 98,7 ou 95, d'accord? Ce seraient les 2 niveaux, je pense, intéressants. Là, on parle que de la liquidité, hein, encore une fois. On parle pas de la structure, on parle pas du fondamental, on parle que de la liquidité, d'accord? C'est un des 3 aspects. Mais globalement, si on peut y penser quelque chose, hein, et dire quelque chose, c'est que globalement, j'ai parlé de 98,7. Voilà. Ça, c'est le gros de la liquidité. Là, on est bien chargé. C'est pour ça que je rajoute une boîte par-dessus. Là, on est bien mûr. Et puis, finalement, derrière, on est pas mal mûr aussi, mais un peu moins. À peu près comme ça. D'accord 97, ouais, ça. Et là, c'est un peu moins mûr. C'est-à-dire qu'on aurait le droit de faire ça. D'accord voilà un peu l'idée. On voit un petit peu ce qu'on a dessous. Et au moins, on a un visuel. Il y a un monde bien sûr où on peut casser là-dedans, on peut sortir de ça par le haut et sans trop de soucis. Pour le coup, ça sera un triangle de continuation. Et encore une fois, attention à ce genre de structure un peu diamantesque, qui sont en général des figures de top. Si vous voulez, je vous sors les stats comme ça, au moins on est complet. Donc si on perd l'accumulation qui est là, celle-ci, on a des vraiment bonnes chances, à savoir autour de 90, de faire un petit retour sur la zone des 92. On prend l'amplitude totale de la figure que vous avez ici, hein, pour moi, en tout cas, voilà, à défaut du contraire, c'est à peu près ça, qu'on reporte au point de cassure. Alors admettons qu'on le fasse, je sais pas, par là, voilà, quelque chose comme ça. Ça serait un retour à 92. Est-ce que c'est cohérent ? Ouais, ça irait plus loin que la liquidité que ce qu'on voit, mais encore une fois, c'est pas mal dans le scénario que je trouve intéressant d'un petit sell de news suite à l'élection. Et voilà, donc ça nous renverrait sur le 4 heures du bas, hein, vous êtes d'accord avec moi. Ça nous ferait réintégrer à peu près le range globalement, et ça nous renverrait ici sur le 4 heures du bas. Ça nous enlève cette idée qu'on a cassé l'élargissement. Je trouve que ça nous renvoie un petit peu bas quand même par rapport à l'idée qu'on avait de cet élargissement, c'est-à-dire
plutôt une rotation partielle sur 96, la ligne de symétrie, hein, et on parle bien sûr de cet élargissement-là, qui pour le moment semble pas réellement avoir cassé. Il nous a fait une jolie déviation pour venir toucher le 4 heures qui était ici en haut, mais on voit que ça va pas, derrière ça va pas forcément comment dire, valider l'histoire. Voilà, pas une zone de prise de trade en tout cas en ce qui me concerne, ni sur le short pour le coup. Parce que là, ça y est, il est élu, notre ami, et encore une fois, il peut y avoir un... Enfin, ça peut se shorter, après, il n'y a pas de souci, mais avec une taille de position très raisonnable, au sens où, à n'importe quel moment, il peut nous sortir des très très bonnes news sur la crypto. Et, hors réserve stratégique, la totalité des bonnes news qui devraient sortir dorénavant sont plutôt sur les altcoins, hein, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que c'est la régulation crypto maintenant qui va être plus ou moins hors réserve stratégique, hein, d'accord? Attention, ça peut aussi tomber à n'importe quel moment, auquel cas là on shoot up, si ça sort, je vous le dis tout de suite, la bougie elle sera phénoménale, si jamais réserve vraiment, il y a vraiment réserve stratégique, on n'imagine même pas la taille de la bougie. Donc voilà globalement, hein, attention à ce diamant, boîte de liquidité en dessous, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont baissières, encore une fois tout sauf le fonda, sauf à considérer qu'on est dans cette idée d'un sell de news, et puis bah, si jamais on venait à carrément revisiter, on va dire la trend, hein, ici, et pour... potentiellement, et à mon avis, ce truc-là, on va en sortir par le haut, bah, ça serait ça la correction, ça serait ça le fameux sell de news sur l'élection de Trump et la prise de liquidité avant redépart assez violent, hein, d'accord? Donc là, il n'y a pas de problème à être un petit peu... voilà, ce qui me gêne là-dedans, c'est... il y a ce côté un peu chartiste qui nous dit tu penses que 95, ça pourrait être le bottom parce qu'il n'y a plus de liquidité en dessous, mais attention, il y a ce côté peut-être, bah non, ça peut en fait aller dessous. Donc ça me gêne un peu dans cette entrée à 95 si jamais on la faisait à l'aveugle. Et puis ça me gêne également sur cette idée éventuellement que là il y a un point chaud. Donc pourquoi pas jouer un truc autour des 97,8 j'ai dit 98,7 je sais plus. Voilà, là où j'ai mis le bas de la boîte de liquidité ici. Voilà, je trouve que c'est assez incertain sur la correction, et puis peut-être même que de toute façon on va casser vers le haut, auquel cas on est déjà dans le train, donc aucun problème avec ça. Donc voilà un peu l'idée, assez mitigée aujourd'hui, vous m'en voudrez pas, c'est comme ça. C'est plutôt encore une fois une genre de conclusion à la if then, si jamais, et ben à ce moment-là ça se passerait plutôt comme ça. On reprend ici et on regarde où est le point de contrôle de toute cette structure. Bon, déjà on voit qu'il y a quand même quelque chose, je dirais sur cette zone-là, hein. 96,5, et puis le vrai point de contrôle se situe légèrement en dessous, plutôt autour des 94. Voilà. Le 4 heures est encore en dessous. Perdre le point de contrôle, bon, ça veut dire retourner bas de range, mais on serait déjà bas de range, hein, ici. Enfin, en tout cas, voilà. Peut-être que, voilà, regarder encore une fois sous les 90 peut être le truc le plus prudent et le plus intelligent à faire. Quitte à ne pas avoir cette entrée. C'est-à-dire avoir une vague supplémentaire, encore une fois, dans cet élargissement. Pourquoi pas? En tout cas, ça peut casser vers le haut, encore une fois, il n'y a aucun problème avec ça. Si ça casse vers le haut, ben on le regardera casser vers le haut. Pour moi, je trouve que, pour l'instant, la liquidité est plutôt en dessous. Et que ça paraît un peu calme, d'accord, hein, c'était Jamel Debbouze qui disait j'aime pas trop beaucoup ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Et j'espère que pleuvra sur vous très rapidement une magnifique pluie de billets, comme c'est le cas en ce moment, et que ça continue pour nous. Et puis voilà, je pense que tout est dit. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez tiens, on a tous... racontez-moi, vite fait, hein, sans vous non plus trop vous prendre la tête, votre meilleure expérience de restaurant de votre vie. On a tous, je pense, cette idée d'un super resto qu'on a fait. Donc racontez-moi ça m'intéresse. Et voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt, ciao.